Chers amis et fidèles abonnés, bienvenue dans ce moment unique où nous allons ensemble plonger au cœur d'une aventure captivante, celle de Sherlock Holmes et son célèbre cas, le signe des 4. Avant de commencer notre voyage, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour votre présence ici aujourd'hui. Votre soutien constant est une source infinie d'inspiration pour moi. Et chaque clic, chaque like, chaque commentaire me rappelle pourquoi je partage ces histoires avec vous. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre passion partagée. Prenez quelques instants pour vous installer momentanément. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément et laissez la tension quotidienne s'évanouir. Imaginez-vous dans une pièce chaleureuse, baignée par la douce lumière d'une lampe à gaz, avec le crépitement apaisant d'un feu de cheminée en arrière-plan. Vous êtes maintenant prêt à embarquer dans cette intrigue fascinante qui mêle mystère, trésors enfouis et destins croisés. Que cette histoire soit pour vous un havre de paix et d'évasion, que le voyage commence. Chapitre 1. L'appel de Mary Morstan. La brume matinale enveloppait Baker Street d'un voile épais, comme si elle tentait de cacher les secrets enfouis dans cette rue londonienne emblématique. Les rares passants se hâtaient, leurs visages dissimulés, sous des écharpes ou des chapeaux larges, fuyant le froid glacial de ce début d'hiver. Dans la maison numéro 221B, Sherlock Holmes était déjà à pied d'œuvre, bien que l'aube n'eût pas encore complètement chassé les ombres du jour naissant. Assis près de la fenêtre, il tenait sa pipe entre ses doigts fins, perdu dans ses pensées, tandis que des volutes de fumée s'échappaient lentement, formant des spirales dans l'air humide. Le docteur John Watson, quant à lui, était installé dans son fauteuil habituel, un journal à la main. Il parcourait distraitement les articles, tout en jetant régulièrement des regards vers son ami, curieux de savoir quel problème occupait son esprit. Holmes semblait absorbé par quelque chose. Peut-être un cas récent qu'il avait résolu, ou bien une nouvelle affaire qui germait déjà dans son esprit fertile. Soudain, un coup discret frappé à la porte rompit le silence paisible de la pièce. Madame Hudson, leur logeuse attentionnée, est apparue presque immédiatement, annonçant une visite inattendue. « Monsieur Holmes, une jeune dame souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent, » murmura-t-elle, avant de faire entrer une silhouette féminine vêtue d'un manteau sombre et coiffée d'un élégant chapeau orné de rubans noirs. Ses traits étaient marqués par une expression mêlant anxiété et détermination. C'était Mary Morstan, une enseignante modeste dont la vie tranquille allait bientôt basculer dans une spirale de mystères et de dangers. D'une voix douce mais tremblante, elle explique pourquoi elle était venue. « Monsieur Holmes, je ne sais pas vraiment où commencer. » Elle marqua une pause, ajustant nerveusement son sac à main contre sa poitrine. « Chaque année, pendant 6 ans consécutifs, j'ai reçu une perle rare, accompagnée d'un simple mot écrit sur un bout de papier, récompense. Mais cette année, au lieu d'une perle, j'ai reçu une lettre anonyme. » Holmes pose sa bip et se redresse légèrement, intrigué. Son regard perçant se fixe sur la jeune femme, analysant chaque détail de son apparence, depuis la manière dont ses mains serrent son sac jusqu'à l'inquiétude visible dans ses yeux. « Montrez-moi cette lettre, mademoiselle Morstan », ordonna-t-il calmement mais avec autorité. Mary a sorti une feuille pliée de son sac et la tendit à Holmes. Ce dernier l'examina attentivement, notant la qualité du papier, l'encre utilisée et même la manière dont les mots avaient été alignés. Après quelques instants, il relève les yeux vers elle. « Connaissez-vous le sens du symbole « le signe des 4 » exigea-t-il brusquement. Mary serre la tête, visiblement confuse. « Non, monsieur, je n'en ai jamais entendu parler. Pourquoi me poser cette question ?» Holmes n'a pas répondu immédiatement.
Au lieu de cela, il se tourna vers Watson, qui avait suivi toute la scène avec intérêt croissant. « Prenez note, Watson. Nous avons là une affaire intrigante. Permettez-moi de rassembler les pièces manquantes. » Puis, se tournant à nouveau vers Mary, il ajouta « Mademoiselle Morstan, je pense que votre père, le capitaine Arthur Morstan, est impliqué dans une histoire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Votre présence ici, aujourd'hui, pourrait bien être le premier maillon d'une chaîne d'événements qui remonte loin dans le passé. » Lorsque Mary prit congé, Holmes et Watson restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, chacun perdu dans ses propres réflexions. Finalement, Holmes brisa le silence. « Watson, préparez-vous. Cette affaire va nous entraîner bien plus loin que nous ne l'imaginons. Il y a des forces en jeu ici que nous ne comprenons pas encore totalement. » Ce soir-là, Holmes a passé des heures à consulter des documents historiques, étudiant minutieusement les archives concernant l'Inde coloniale et les expéditions militaires menées durant cette période. Watson, de son côté, nota scrupuleusement chaque observation faite par Holmes, conscient que ces informations pourraient jouer un rôle crucial dans leur enquête. Ensemble, ils commencèrent à dessiner les contours d'une intrigue qui semblait remonter à des décennies auparavant. Mais ce n'était qu'un début, car au cœur de cette affaire se découvrent non seulement des trésors mythiques et des secrets enfouis, mais aussi des destins entremêlés et des passions humaines capables de transformer des hommes ordinaires en héros ou en criminels. Chapitre 2. Les indices cachés. Le lendemain matin, après une nuit agitée remplie de réflexions et de suppositions, Holmes et Watson décidèrent de rendre visite à Thaddeus Sholto, le correspondant anonyme mentionné dans la lettre envoyée à Mary Morstan. Leur destination était Pondichéry Lodge, une demeure isolée nichée au milieu d'une végétation dense et luxuriante à l'écart des routes principales. Le trajet fut long et ardu, car la météo capricieuse rendait les chemins boueux et glissants. Cependant, cette difficulté n'entama en rien la détermination de Holmes, qui savait que chaque minute comptait dans une enquête aussi complexe. Lorsqu'ils arrivèrent devant la grille rouillée de Pondichéry Lodge, ils furent accueillis par un spectacle à la fois fascinant et sinistre. La maison elle-même semblait surgir d'un autre temps, avec ses murs couverts de lierre et ses fenêtres aux vitres cassées. Des objets exotiques rapportés d'Inde étaient exposés partout. Statues de divinités hindoues, tapis colorés et armes anciennes, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et oppressante. Thaddeus Sholto, un homme au physique inhabituel, vint les recevoir. Il était grand et maigre, avec des cheveux blonds filasses et des lunettes rondes qui accentuaient son air d'intellectuel mal à l'aise. Sa voix flûtée contrastait avec la gravité de son récit qui allait bientôt captiver Holmes et Watson. « Mon père, Jonathan Small, faisait partie d'une expédition militaire en Inde où un trésor colossal a été découvert, » commença-t-il, apprenant soigneusement ces mots. « Ce trésor a été volé par un groupe de 4 hommes, incluant mon propre père, sous le couvert d'un pacte secret connu sous le nom de « le signe des 4 ». Ils ont juré de partager le butin, mais dès leur retour en Angleterre, les choses équitables ont mal tourné. Les alliances se sont brisées, les accusations ont fusionné, et certains membres du groupe ont disparu mystérieusement. Parmi eux figure votre père, mademoiselle Morstan. Holmes écoutait attentivement, son cerveau fonctionnant à plein régime. Il observait chaque geste de Thaddeus, chaque inflexion de sa voix, cherchant à déterminer si cet homme disait la vérité ou s'il cachait quelque chose. Pendant ce temps, Watson prenait des notes frénétiquement, imposant de capter chaque détail important. Après avoir terminé son récit, Thaddeus conduit Holmes et Watson dans une pièce adjacente où ils découvrent une collection d'objets, personnels appartenant à Jonathan Small. Parmi eux figuraient des cartes géographiques annotées, des fragments de lettres codées et même une clé rouillée dont l'utilité restait mystérieuse. Holmes passa des heures à examiner ces éléments, en utilisant sa connaissance des langues anciennes et des codes mathématiques complexes pour déchiffrer certaines inscriptions.
Watson, regardez ceci, s'exclama-t-il soudain, pointant du doigt une phrase écrite en hindi sur l'une des cartes. Cela signifie « où les eaux rencontrent le ciel ». Je suis convaincu que cela fait référence à un endroit spécifique lié au trésor. Avant de partir, Holmes fit promettre à Thaddeus de ne pas agir seul, craignant que d'autres membres du pacte ne soient prêts à tout pour récupérer le trésor. « Vous êtes en danger, monsieur Sholto. Restez vigilant, conseilla-t-il, avec gravité. » De retour à Baker Street, Holmes passe la soirée à analyser les informations rassemblées. Il dressa une carte mentale des relations entre les différents protagonistes de l'affaire, dépendant chaque événement à un autre comme autant de fils invisibles, tissant une toile complexe. Vers minuit, il se leva brusquement et s'écria « Watson, j'ai trouvé quelque chose. Préparez-vous car notre prochaine étape nous mènera directement au cœur du mystère. » Chapitre 3. Les ombres du passé. Les jours suivants furent remplis d'une activité frénétique. Holmes et Watson ont parcouru Londres de long en large, explorant des quartiers dans lesquels ils n'avaient jamais prêté attention auparavant. Leurs recherches les menèrent dans des lieux aussi divers que des archives publiques poussiéreuses, des entrepôts abandonnés près des docks, et même une communauté hindoue persiste dans les bas-fonds de la ville. Chaque indice semblait ouvrir une nouvelle porte vers le mystère, mais chaque réponse apportait son lot de nouvelles questions. Un matin pluvieux, ils rencontrèrent Samuel Whittington, un ancien marin dont le visage buriné portait les stigmates d'une vie passée sur les océans. Whittington avait travaillé avec le capitaine Arthur Morstan lors de son dernier voyage en mer, avant sa disparition mystérieuse. C'était un homme droit, honnête, raconta-t-il d'une voix grave, ses mains calleuses jouant nerveusement avec une bouteille de rhum qu'il gardait toujours sur lui. Mais quelque chose a changé après cet événement en Inde. Il recevait des lettres codées, des messages étranges qui le mettaient mal à l'aise. Holmes, assiste face à lui dans une taverne enfumée, écoutait attentivement, notant chaque détail dans son esprit prodigieux. « Peut-être me montrer ces lettres ?» exigea-t-il doucement, sans brusquer l'homme. Whittington prend la tête. Elles ont disparu après sa mort, mais j'ai gardé une copie de l'une d'elles. Il sortit alors un vieux bout de papier jaune de sa poche intérieure. L'écriture était irrégulière, presque fébrile. « Si tu veux vivre, ne cherche pas. » Holmes fronça les sourcils. « Une menace claire, murmura-t-il. Et pourtant, votre ami a continué à chercher. » Whittington hocha gravement la tête. « Oui, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé mort dans une ruelle sombre, avec cette lettre serrée dans sa main. Ce récit ajoute une nouvelle dimension à l'enquête. Holmes et Watson comprirent que le pacte des quatre n'était pas seulement une affaire de trésors perdus, c'était aussi une question de vengeance et de trahison. Ils décidèrent de creuser davantage dans le passé de ceux impliqués, espérant découvrir des liens cachés entre eux. Leur prochaine étape les conduira à une communauté hindoue située dans un quartier populaire de Londres. Là-bas, ils font connaissance avec Abdullah Khan, un marchand de tapis respecté par ses pairs. Khan, bien que méfiant au début, finit par se confier après avoir observé la sincérité de Holmes et Watson. « Singh est un homme dangereux », expliqua-t-il, son regard sombre fixé sur les deux détectives. Il fait partie d'un réseau de trafiquants spécialisés dans le vol de trésors coloniaux. Beaucoup de ces objets ont été arrachés à leur terre d'origine sous prétexte de protection. Mais Singh ne s'arrête pas là. Il cherche également à récupérer des objets sacrés pour renforcer sa position dans le monde criminel. Holmes pose immédiatement la question qui le taraudait depuis leur arrivée. « Avez-vous entendu parler du fameux pacte des quatre ?» Khan hésite avant de répondre. « Je sais seulement que cela concerne un trésor découvert en Inde. Certains disent qu'il est maudit, que ceux qui le peuvent sont voués à la destruction. » Cette information intrigue Holmes, qui a décidé de retourner à Pondicherry Lodge pour examiner plus attentivement les objets personnels de Jonathan Small. Avec l'aide de Watson, il passa des heures à étudier chaque document, chaque dessin,
Chaque note écrite de la main tremblante de Small. Petit à petit, un message émergea des fragments épars. Le trésor est là où les eaux rencontrent le ciel. Ces mots obsédèrent Holmes pendant des jours. Il consulta des cartes topographiques, discuta avec des géographes et même visita des phares le long de la côte britannique. Finalement, il trouva ce qu'il cherchait. Une petite île rocheuse à l'embouchure de la Tamise, connue pour son phare abandonné. « C'est là-bas que tout se jouera », déclare-t-il à Watson, les yeux brillants d'excitation mêlés à une pointe d'inquiétude. Chapitre 4. La course contre la montre. Le trajet jusqu'à l'embouchure de la Tamise fut une véritable épreuve pour Holmes et Watson. Le temps était maussade et le vent glacial transperçait leurs vêtements malgré leurs manteaux épais. La route sinueuse serpentait à travers des paysages désolés, parsemés de marécages fumants et de collines rocheuses qui semblaient se dresser comme des sentinelles muettes gardant les secrets du passé. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à destination, ils découvrirent un vieux phare abandonné, perché sur une petite île rocheuse, entouré par les eaux tumultueuses de la Tamise. L'endroit respirait la solitude et le mystère. Ses murs couverts de mousse verdâtre témoignent d'une longue période d'abandon. Cependant, quelques détails attirèrent immédiatement l'attention de Holmes. Des traces fraîches dans le sable humide près du rivage, indiquant qu'un groupe de personnes avait récemment visité l'île, ainsi que des empreintes de bottes gravées dans la terre autour de l'entrée du phare. « Watson, nous ne sommes pas les premiers à venir ici », murmura Holmes en inspectant minutieusement les indices. « Quelqu'un est déjà passé avant nous, et je crains qu'il ne soit dangereux. » Ils pénétrèrent prudemment à l'intérieur du phare, leurs lampes torches éclairant faiblement les escaliers étroits et raides qui menaient au niveau supérieur. L'air était chargé d'une odeur de moisissure et de sel marin, et chaque pas résonnait dans l'espace confiné, amplifiant leur sentiment d'isolement. Enfin, ils atteignirent une pièce principale, où des caisses en bois vermoulu étaient dispersées au sol. Certaines contenaient encore des bijoux étincelants et des pièces d'or, tandis que d'autres étaient vides, témoignant d'un pillage récent. Mais ce n'était pas tout. Au centre de la pièce, un piège dissimulé dans le sol semblait cacher quelque chose de précieux. Holmes s'accroupit pour l'examinateur attentivement, notant les marques récentes laissées par des outils de fouille. « Il y a quelque chose là-dessous », conclut-il après avoir forcé l'ouverture avec un tournevis improvisé. Ce qu'ils découvrirent dans la cavité souterraine dépassa toutes leurs attentes. Des rangées de coffrets en bois sculptés contenant des pierres précieuses, des statuettes antiques et même des documents historiques étaient alignés comme dans un trésor mythique. Mais Holmes fronça les sourcils, son regard perçant balayant rapidement l'espace. « Il manque quelque chose », dit-il doucement. « Une partie importante du trésor a été retirée, et ceux qui l'ont fait ne sont probablement pas loin. » Soudain, des bruits de pas retenus derrière eux. Avant qu'ils n'aient eu le temps de réagir, une silhouette familière est apparue dans l'embrasure de la porte. Jonathan Small, blessé mais déterminé. Derrière lui se tenait Singh, arme à la main, son visage marqué par des cicatrices témoignant de sa vie violente. La confrontation fut brutale, mêlant tension psychologique et danger physique. Holmes, grâce à son ingéniosité et à sa rapidité d'esprit, réussit à désarmer Singh et à capturer Small. Pendant ce temps, Watson veille à protéger les artefacts restants, conscient que leur destruction ou leur disparition pourrait effacer à jamais les preuves du pacte des Main-4. Dans un moment de bravoure, il s'interpose entre Singh et les coffrets, criant « Si vous voulez ces trésors, vous devrez d'abord passer sur mon cadavre ». La scène se termine par une victoire in extremis, mais elle fut amère. Pendant la lutte, une caisse contenant la plus grande partie du trésor avait été infectée, renversée dans la mer. Holmes, debout devant les vagues tumultueuses, murmura « Parfois, la justice coûte cher ».
Chapitre 5. Les conséquences du pacte. Après leur retour à Londres, Holmes et Watson étaient plongés dans une profonde réflexion. L'affaire du signe des quatre avait pris une tournure inattendue, mêlant trahison, cupidité et danger mortel. Bien que Jonathan Small et Singh aient été capturés, l'écho de leurs actions continuait de résonner dans les couloirs sombres de la société londonienne. Ce qui avait commencé comme une simple enquête sur un mystérieux envoi de perles était devenu une exploration des abysses humains où les passions les plus destructrices se cachèrent derrière des apparences respectables. Mary Morstan, quant à elle, a reçu la nouvelle avec une sérénité remarquable. « Je ne cherche pas seulement le trésor, monsieur Holmes », dit-elle lors d'une visite à Baker Street. « Ce que je veux, c'est comprendre ce qui est arrivé à mon père. Maintenant, grâce à vous, j'ai une réponse. Il n'a pas disparu sans raison. Il est tombé victime d'un système corrompu. » Holmes hocha gravement la tête. « Vous êtes courageuse, mademoiselle Morstan. Beaucoup auraient succombé à la tentation de conserver le trésor coûte que coûte. Mais parfois, la vérité est bien plus précieuse que l'or. Cependant, cette affaire n'était pas totalement proche. De nouvelles questions émergèrent, conduisant Holmes et Watson vers des enquêtes encore plus complexes. Leurs recherches les conduisent à explorer non seulement les ramifications immédiates du pacte des quatre, mais aussi les liens entre ces événements et d'autres crimes coloniaux restés impunis. Un jour, alors qu'ils consultaient des archives anciennes dans la bibliothèque de Westminster, ils découvrirent une correspondance secrète entre Jonathan Small et un fonctionnaire colonial haut placé. Les lettres révélaient que Small avait tenté de vendre une partie du trésor pour financer ses propres ambitions politiques, mais que son projet avait été sabordé par ses complices jaloux. « Voilà pourquoi il a été trahi », murmura Holmes en parcourant les documents. « Non pas seulement pour le trésor, mais parce qu'il représente une menace pour ceux qui voulaient conserver le pouvoir. » Cette découverte ouvre une nouvelle piste. Holmes et Watson décidèrent de se rendre dans une région rurale au nord de Londres, où vivait une famille connue pour avoir hérité d'objets exotiques provenant de l'Inde. Là-bas, ils rencontrèrent un vieil homme nommé Reginald Hargrave, dont les yeux brillaient d'intelligence, malgré son âge avancé. « J'ai entendu parler de ce trésor », admet-il, après avoir écouté leur récit. « Mon grand-père était ami avec Jonathan Small, avant qu'il ne se dispute. Il m'a raconté que le véritable secret du pacte des quatre n'était pas seulement matériel. Il concernait également une ancienne prophétie indienne prétendant que quiconque posséderait le trésor serait maudit. Holmes est une source, une prophétie, vraiment ?» Reginald acquiesça. « Oui, et selon certains, cette malédiction pourrait expliquer pourquoi tous ceux impliqués dans le pacte ont connu des fins tragiques. » Cette révélation fait naître une série de spéculations dans l'esprit de Holmes. Était-ce vraiment une question de superstition, ou y avait-il quelque chose de plus tangible derrière ces histoires? Pendant plusieurs jours, il passa ses nuits à étudier des textes religieux indiens, cherchant à comprendre la nature exacte de cette prétendue malédiction. Ce faisant, il réalisa que le trésor n'était peut-être pas seulement une collection d'artefacts précieux, il symbolisait aussi un conflit culturel plus large entre l'Empire britannique et les peuples qui l'avaient colonisé. Chapitre 6. La vérité sous silence. Les semaines qui ont suivi leur retour à Londres ont été marquées par une activité frénétique pour Holmes et Watson. L'affaire du signe des quatre avait révélé bien plus qu'un simple mystère criminel. Elle avait exposé les failles profondes d'un système colonial corrompu, où la cupidité et l'injustice se cachaient derrière des apparences respectables. Chaque indice découvert semblait ouvrir une nouvelle porte vers des secrets enfouis, conduisant Holmes et Watson à explorer des territoires inconnus, tant géographiquement que psychologiquement. Un matin pluvieux, alors que le brouillard enveloppait Baker Street de son voile grisâtre, Holmes reçut une lettre anonyme.
Elle était écrite à l'encre noire sur un papier fin, portant simplement ces mots. Si vous voulez comprendre le véritable cœur du pacte des quatre, cherchez dans les ombres de ceux qui prétendent être innocents. Intrigué, Holmes passa des heures à analyser cette énigme, notant chaque détail subtil, l'angle de l'écriture, le type d'encre utilisé et même les plis du papier. « Watson, il y a quelque chose ici », murmura-t-il enfin. « Cette lettre est notre prochain indice. » Leur première piste les mena à une exposition temporaire organisée au British Museum, consacrée aux trésors coloniaux rapportés d'Inde. Parmi les artefacts exposés figuraient des bijoux étincelants, des manuscrits anciens et des statues sacrées, tous des objets qui auraient pu appartenir au fameux trésor découvert par Jonathan Small et ses complices. Mais ce n'était pas seulement leur beauté qui attira l'attention de Holmes, c'était leur provenance incertaine. « Regardez cela, Watson », dit-il en pointant du doigt une inscription discrète sur l'une des vitrines. Ces artefacts ont été acquis par un certain Lord Harrington, un homme dont on sait peu de choses, hormis ses liens avec le gouvernement colonial. Ils décidèrent de creuser davantage sur la vie de Lord Harrington, découvrant rapidement qu'il avait joué un rôle clé dans plusieurs opérations militaires en Inde durant la période où le trésor avait été découvert. Plus encore, ils apprirent qu'il avait été impliqué dans des scandales financiers jamais résolus, soupçonné d'avoir détourné des fonds publics pour financer ses propres entreprises privées. Ce n'est pas un hasard, conclut Holmes, après avoir consulté des archives historiques. Harrington pourrait être le lien manquant entre le pacte des quatre et les cercles du pouvoir londonien. Leur prochaine étape fut de se rendre dans le manoir familial de Lord Harrington, situé dans les collines verdoyantes du Kent. Là-bas, ils rencontrèrent Lady Harrington, une femme élégante, mais visiblement nerveuse, dont les mains tremblaient légèrement lorsqu'elle leur servit du thé. « Pourquoi s'intéresser à mon défunt mari ?» exigea-t-elle, ses yeux sombres fixés sur Holmes avec une intensité troublante. Holmes choisit soigneusement ses mots. « Nous enquêtons sur un événement datant de plusieurs décennies, madame. Votre mari pourrait avoir des informations cruciales à ce sujet. » Lady Harrington hésite avant de répondre. « Mon mari était un homme complexe, monsieur Holmes. Il aimait parler de gloire et d'honneur, mais derrière ses discours nobles se cachait une ambition insatiable. Je ne sais pas tout ce qu'il a fait, mais je peux vous dire ceci. Il gardait des documents personnels dans une pièce secrète du manoir. » Guidés par ces indications, Holmes et Watson découvrent une bibliothèque dissimulée derrière un tableau accroché au mur. À l'intérieur, des dizaines de carnets remplis de notes manuscrites attendaient d'être déchiffrés. Parmi eux figuraient des lettres échangées entre Harrington et Jonathan Small, ainsi que des plans détaillés d'expéditions militaires en Inde. « Voilà ce que nous cherchions », murmura Holmes en parcourant les pages jaunes. Le pacte des quatre n'était pas seulement une affaire de trésors perdus, c'était aussi un moyen pour certains de renforcer leur position dans les sphères du pouvoir. Mais leurs découvertes ne s'arrêtèrent pas là. L'un des carnets contenait également des références à une organisation secrète connue sous le nom de Société des Gardiens, composée d'hommes influents qui surveillaient et contrôlaient les richesses issues des colonies britanniques. Une conspiration dans la conspiration, commenta Holmes, son regard brillant d'excitation. Cette société pourrait expliquer pourquoi certains indices ont été si difficiles à trouver. Pendant plusieurs jours, Holmes et Watson travaillèrent de sans relâche pour décrypter les codes complexes utilisés dans les documents. Ils découvrent que plusieurs membres de la Société des Gardiens étaient toujours actifs, protégeant jalousement leurs secrets, même des générations plus jeunes. « Nous devons agir avec précaution », prévient Holmes. « Si nous révélons trop tôt nos découvertes, nous risquons de nous mettre en danger. » Cependant, leur enquête attire l'attention des personnes indésirables,
Un soir, alors qu'ils regagnaient Baker Street après une journée particulièrement éprouvante, ils furent suivis par deux hommes vêtus de noir, dont les intentions étaient clairement hostiles. « Restez calme, Watson », murmura Holmes en accélérant le pas. « Nous avons un avantage, ils ne savent pas exactement ce que nous avons découvert. » Une course-poursuite s'ensuivit à travers les rues pavées de Londres, ponctuée de moments d'intense tension. Holmes utilisait toute son intelligence et sa connaissance des lieux pour semer leurs poursuivants, guidant Watson vers un passage secret qu'il avait repéré lors d'une précédente enquête. « C'est une chance que j'ai conservé cette information », plaisanta-t-il lorsque le danger fut passé. « On ne sait jamais quand un bon vieux tunnel souterrain peut venir à notre rescousse. » De retour à Baker Street, ils se rendirent compte que leur enquête avait pris une dimension encore plus dangereuse. Les ramifications du pacte des quatre allaient bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, touchant des niveaux élevés de la société britannique. Mais plutôt que de les décourager, cette réalisation renforce leur détermination. « Nous irons jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences », déclare Holmes avec fermeté. Chapitre 7. L'écho du destin. L'affaire du signe des quatre atteignit son apogée lorsque Holmes et Watson décidèrent de révéler publiquement leur découverte. Après avoir compilé toutes les preuves recueillies au cours des mois précédents, ils préparèrent un rapport exhaustif destiné non seulement aux autorités compétentes, mais aussi à la presse. Leur objectif était clair: dénoncer les injustices commises au nom de l'Empire britannique et forcer les responsables à rendre des comptes. La publication de ce rapport provoque un tollé dans la société londonienne. Certains applaudirent leur courage, tandis que d'autres tentèrent de discréditer leurs efforts, accusant Holmes et Watson de chercher la notoriété à tout prix. Mais la vérité avait une force irrésistible, et peu à peu, les faits commencèrent à émerger, révélant des vérités longtemps cachées. Mary Morstan, quant à elle, a joué un rôle crucial dans cette phase finale de l'enquête. Grâce à ses contacts dans la communauté hindoue de Londres, elle a obtenu des témoignages supplémentaires confirmant les abus commis par la Société des gardiens. Ensemble, ils construisent un dossier solide qui permet d'incriminer plusieurs membres haut placés, entraînant des réformes significatives dans les politiques coloniales britanniques. Cependant, cette victoire ne fut pas sans sacrifice. Holmes et Watson reçurent des menaces anonymes, et leurs mouvements furent régulièrement surveillés par des agents inconnus. Malgré cela, ils refusèrent de céder. « Nous ne pouvons pas permettre que la peur dicte nos actions », déclare Holmes un soir, tandis qu'ils observent les flammes dansantes dans la cheminée. « Si nous abandonnons maintenant, tout ce que nous avons accompli sera vain. » L'un des moments les plus émouvants de cette période survint lorsque Mary Morstan accepta effectivement la main de Watson. Leur relation, née dans les tourments de l'enquête, s'était transformée en un amour profond et durable. « Vous avez changé ma vie, John », lui dit-elle lors d'une promenade dans Hyde Park. « Grâce à vous, j'ai trouvé un sens nouveau à mes souffrances passées. » Watson, quant à lui, ressentait une immense gratitude pour Holmes, dont l'esprit brillant et l'intelligence aiguë avaient permis de résoudre l'un des cas les plus complexes de leur carrière. « Sans vous, Sherlock, rien de tout cela n'aurait été possible », confia-t-il un soir, levant son verre de whisky en un toast silencieux. Mais Holmes, fidèle à lui-même, reste modeste. « Nous sommes tous des pièces d'un grand puzzle. Watson, chacun apporte sa contribution à sa manière. » Dans les dernières pages de son récit, Watson écrivit « Peut-être que certains mystères ne sont pas destinés à être résolus. Mais tant que Sherlock Holmes sera là, nous continuerons à chercher, à espérer, à découvrir. Car c'est dans cette quête incessante qui réside la véritable essence de notre humanité. » Et ainsi, leur aventure se termine, non pas avec une réponse définitive, mais avec l'assurance que la quête de la vérité est un voyage sans fin, un voyage qui transforme ceux qui osent l'entreprendre.
Chers amis, nous avons atteint la fin de cette incroyable aventure avec Sherlock Holmes et le mystérieux signe des 4. J'espère que cette histoire vous a transporté dans un monde où l'esprit humain peut accomplir des merveilles et où chaque énigme cache une vérité fascinante. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Votre écoute attentive et votre fidélité sont des cadeaux précieux qui me motivent chaque jour à continuer à créer du contenu pour vous. Si vous avez apprécié cette aventure, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos impressions et surtout, à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. N'oubliez pas, comme Sherlock Holmes nous l'a montré, la quête de la vérité est un voyage sans fin et chaque mystère résolu en ouvre souvent un nouveau. Alors, restez curieux, restez passionnés et revenez bientôt pour de nouvelles escapades littéraires. Encore merci pour votre présence et votre soutien. À très vite.